Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission consacrée à l'élection présidentielle qui doit se tenir le dimanche 25 octobre prochain, ici en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons. Nos invités sont déjà là. Avec Marie-Angèle, nous découvrons le thème de ce soir. Oui, Babilas, bienvenue, chers téléspectateurs. Alors, le thème de ce débat sera la justice et la lutte contre l'impunité, ici en Côte d'Ivoire. Et pour en débattre, d'ailleurs, nous recevons sur ce plateau Afoussiata Bamba Lamine, qui est ministre de la Communication, mais qui représente le candidat Alassane Ouattara. Bienvenue. Merci. Bienvenue à vous également, Christophe Kwame. Vous êtes membre de la société civile. Oui. Et je tiens à rappeler également aux téléspectateurs que nous devons recevoir un troisième invité, Mamadou Sakho, représentant de la candidate Henriette Lagou. Nous l'attendons et nous espérons qu'il honorera son engagement. Et chers téléspectateurs, sachez que vous pouvez nous envoyer vos questions, vous pouvez réagir à l'adresse suivante, civ2015@africa24tv. Nous envoyez vos questions que nous poserons aux personnes qui sont présentes sur ce plateau et nous pourrons ensuite en débattre. Justice et lutte contre l'impunité, c'est bien le thème de ce soir. Et pour entrer dans le vif du sujet, on devrait regarder un élément d'illustration, Marie-Angèle. Oui, car la justice est avant tout un principe non seulement philosophique, juridique, mais également moral, qui exige le respect du droit et surtout de l'équité. Faire régner la justice demande donc un ensemble de statuts, de pratiques, de discours et même de métiers. En Côte d'Ivoire, les conditions sont-elles réunies véritablement pour que le peuple et les dirigeants aient accès à cet idéal? Élément de réponse dans ce reportage signé Olivier Conon, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu une longue crise dès 2002. Une rébellion a maintenu le pays en situation de conflit jusqu'en 2010. L'élection présidentielle de 2010 se termine par une crise post-électorale. Durant toutes ces années, des crimes et de graves violations des droits de l'homme ont été enregistrés. Aujourd'hui encore, la justice n'a pas fini de juger les présumés coupables. Le régime du président Alassane Ouattara est accusé d'appliquer la justice des vainqueurs. Simone Gbagbo, épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, et plusieurs dizaines de ses partisans ont été condamnés à de lourdes peines de prison. L'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont été transférés à la Cour pénale internationale aux Pays-Bas en attente de leur procès. Il est reproché à Charles Blé Goudé des violences, pour avoir tué, pour avoir fait ceci, mais les éléments réels sont là. Tous les Ivoiriens le savent. Un jour ou l'autre, les vérités se diront. Et nous pensons que si le procès il était vraiment un procès de justice, qui n'était pas un procès politique, on pourrait les libérer. De cette même façon qu'en Côte d'Ivoire, je souhaite que justice soit rendue. Je ne demande pas la libération des prisonniers. Non, 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 qu'on les juge. S'ils sont coupables, qu'on les condamne. S'ils ne sont pas coupables, qu'on les dédommage. Parce qu'on ne garde pas des personnes en prison impunément et de façon gratuite. Les accusations de partialité sont rejetées par le ministre de la Justice. La justice suit son cours et les auteurs des infractions répondront de leurs actes en temps et en heure. L'appareil judiciaire, mis à mal par les années de crise, est en pleine reconstruction. Les palais de justice ont été réhabilités et les juges ivoiriens sont désormais à même de rendre la justice sur toute l'étendue du territoire. La justice doit être la justice. Elle ne doit concerner que des faits. Ceux qui les ont commis, peu importe leur couleur, leur taille, leur nationalité, ce n'est pas important. Ce sont les faits qui doivent nous guider. Si on compte, comptons les auteurs des faits. Ne comptons pas les partisans, parce qu'à vouloir trouver coûte que coûte des partisans, on ne va plus vers la justice. On fait un jeu d'équilibre. Pour les organisations des droits de l'homme, des efforts doivent encore être faits pour instaurer un véritable état de droit en Côte d'Ivoire. Le gouvernement compte mettre tout en œuvre pour que la justice soit irréprochable malgré les difficultés dans lesquelles évoluent les magistrats. Nous ferons tout ce qui est à notre possibilité en tant que membres du gouvernement pour aider à la prise de décisions qui vont permettre la consolidation de la cohésion sociale, de la réconciliation sociale. Et j'exhorte les magistrats à faire en sorte que nous puissions offrir à nos concitoyens une justice de qualité, une justice de probité, une justice de célérité. Les questions de justice et d'impunité continuent d'être des sujets sensibles en Côte d'Ivoire. Ils sont intimement liés à la problématique de la réconciliation nationale. La difficulté est de savoir s'il faut appliquer la justice dans toute sa rigueur avant de parler de réconciliation
ou si la réconciliation nationale passe par l'amnistie pour toutes les personnes accusées de crimes dans le camp du pouvoir comme dans celui de l'opposition. Madame Bamba Lamine, les autorités actuelles ont plusieurs fois clamé avoir hérité d'un système judiciaire en déconfiture ou décousu. Quel est le tableau actuel de la justice en Côte d'Ivoire? Alors d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier, donc les dirigeants et les journalistes d'Africa 24 qui offrent l'opportunité aux candidats, n'est-ce pas, à travers donc leurs représentants de pouvoir s'exprimer. C'est la preuve donc de la vitalité de notre démocratie. Je voudrais aussi profiter de vos antennes pour remercier les téléspectateurs qui nous regardent parce qu'ils prêtent un grand intérêt aux sujets donc, qui sont débattus au cours de cette campagne électorale présidentielle. D'abord aux Ivoiriens qui me regardent, ensuite aux Africains et bien sûr au-delà, donc aux Européens, aux Américains, vraiment à tous les téléspectateurs. Ensuite, je dirais que le sujet, la thématique qui fait l'objet donc du débat de ce jour est importante parce que cette thématique est une des conditions, constitue une des conditions de la paix et de la stabilité dans notre pays. La justice et la lutte contre l'impunité. Alors, je voudrais dire que la lutte contre l'impunité a toujours été au cœur du combat pour un monde plus juste. Une société qui est fondée sur le respect des droits de l'homme, de l'état de droit, est une aspiration qui est commune à tous nos concitoyens, quelle que soit effectivement leur appartenance, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit régionale. Or, l'impunité est la négation justement de cette aspiration, parce que l'impunité rompt l'égalité entre nos concitoyens, parce que l'impunité, justement, crée un sentiment de frustration en catégorisant des personnes qui sont donc au-dessus de la loi. Et ces personnes étant au-dessus de la loi, une bonne partie de la population en ressent donc des frustrations, voire une indignation, un profond sentiment d'injustice et je dirais même voire de révolte. Et il est évident que l'impunité crée aussi donc, des cycles infernaux de violence, d'instabilité, surtout lorsque les auteurs de ces violations graves sont connus, identifiés, mais ne sont pas punis, et que les victimes qui en ont résulté donc, de ces graves violations, ces victimes sont laissées pour compte par la justice, ne sont pas prises en charge par l'État. Donc vous comprenez que la justice est l'un des piliers fondamentaux de la démocratie. C'est pour cela que le président de la République, notre candidat, y attache du prix, de l'importance. C'est pour cela aussi qu'il faut combattre l'impunité, parce que l'impunité d'aujourd'hui prépare le crime de demain. Alors, pour répondre à votre question, donc j'en viens, pour répondre à votre question, évidemment, comme je l'ai indiqué, le président de la République a pris ce problème à bras-le-corps. Mais pour voir un peu les avancées qui ont été réalisées dans ce domaine, encore faut-il voir d'où nous venons, quel est l'état des lieux. Effectivement, vous avez raison de me poser la question. Nous avons des données précises et claires sur ce sujet-là. Sur les 36 juridictions confondues, cours d'appel, les tribunaux donc, de première instance, qui existaient à l'époque, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 41 juridictions sur l'ensemble du territoire national. Sur les 36 juridictions qu'il y avait à l'époque, 17 avaient été complètement pillées. 17 avaient été complètement pillées. Pour celles qui restaient, à savoir les 19, elles n'étaient pas non plus en meilleur état. Ça concerne les infrastructures. Évidemment, les centres pénitentiaires, les établissements pénitentiaires que nous appelons de façon triviale les prisons, n'étaient pas en reste. Les prisons avaient toutes été pillées également. Toutes les prisons avaient été pillées, y compris la célèbre prison, et la plus grande d'ailleurs de notre pays, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Alors donc, les infrastructures complètement effondrées, le système judiciaire en panne. Bien sûr, nous avions les magistrats qu'il fallait donc, pour pouvoir exercer le métier, la fonction, mais encore faut-il, pour pouvoir le faire, avoir les infrastructures, les équipements, être dans un cadre qui permette de travailler, ce qui n'était pas le cas. Donc effectivement, nous avons hérité d'un système, donc pendant ces 10 ans de crise survenue en Côte d'Ivoire, nous avons hérité d'un système assez difficile.
un système qui était complètement à terre et il a fallu donc le relever. Et c'est ce que nous avons fait. Justement, on va demander à M. Kwame, est-ce que vous avez l'impression, M. Kwame, que ce système judiciaire a été relevé, qu'il est désormais indépendant, qu'il répond à toutes les attentes de la population ivoirienne? Alors là, c'est un dilemme cornélien, en ce sens que, de manière dubitative, je suis un peu dubitatif là-dessus, en ce sens que Madame a terminé ses propos en disant que le système hérité était à terre, et qu'ils en sont arrivés au mieux. Moi, je voulais dire, ne serait-ce que les établissements pénitentiaires, j'ai reçu il n'y a pas longtemps des photos de prisonniers qui étaient entassés d'une certaine façon au-delà des principes établis, ou je dirais les standards ivoiriens. Vous parlez des conditions de détention. Les conditions de détention. On a, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on avait 6 mètres carrés pour 2 détenus. Nous sommes maintenant à, je crois, 15 ou 20 détenus pour 6 mètres carrés. C'est-à-dire que moi, je pars sur du terre à terre parce qu'on a des ONG qui visitent les prisons. Donc, pour nous, si on veut parler des infrastructures, on n'a pas encore atteint le stade, je dirais, de standard. D'où on vient, est-ce qu'on peut faire mieux? Nous, je dirais, le principe du citoyen, et c'est pour cela que souvent je parle plus de pédagogie que de faits réels. Le principe du citoyen, c'est que le gouvernant s'adresse à lui en lui donnant les informations pour que celui-ci soit rassuré. Nous avons été obligés, en manque d'informations, de faire un plaidoyer. Je crois que là aussi, je me dois de dire la vérité. Nous venons d'avoir une loi sur l'information, sur l'accès à l'information publique. Vous voyez, on a été obligé, je dirais peut-être c'est une réforme du président sortant, mais effectivement, la loi existe maintenant qui nous permettra peut-être d'avoir plus d'informations sur l'administration publique. Mais avant cela, le fonctionnaire, quand vous l'approchez pour avoir ces données, on ne les avait pas. Donc on ne pouvait faire que des constats de loin, ce qui pouvait, je dirais, biaiser nos conclusions. Mais maintenant qu'on a la loi, on va y aller. Mais pourquoi il a fallu une loi pour que les citoyens que nous représentons puissent avoir accès? Donc déjà, je plante le décor pour vous dire la difficulté pour nous de pouvoir contrôler tout cela. Mais je reviens un peu sur l'héritage. Je pense qu'on ne peut pas, sur la base de l'héritage qui n'est pas quantifié, parce que nous avons vu, certes, Madame a dit quoi, le 17... Le nombre d'établissements oui, le nombre d'établissements qui ont été, hein. voilà, ça c'est quantifié, 17 sur 41. Mais bon, 56, voilà. 36. 17 sur 36. Je voulais dire que, bon, en 24 mois, nous avons construit un pont. Qu'est-ce qui nous empêche de construire 17 prisons? Surtout que j'ai travaillé dans le comité national des PPP, qui sont des partenariats publics-privés, dont le système des prisons peut faire l'objet d'un PPP, qui consiste simplement à céder la prison là où l'État ne peut pas construire et de payer des loyers plus tard. Donc pour nous, on avait les moyens de régler la partie infrastructure. Peut-être maintenant, il s'agit, parce que nous avons eu des chiffres comme quoi les magistrats, les avocats, les juges avaient, je crois, un manque. Je crois qu'on a fait un séminaire où on nous parlait d'un manque de formation et que la nouvelle réforme allait s'en occuper pour que les gens aient à la formation et pour qu'il y ait des magistrats. Je crois qu'il y a eu, sur ça, il y a un chiffre qui est bloqué, je crois. Si madame peut me donner le chiffre, il y a un chiffre de personnes qui sont bloquées, dont le nombre n'est pas suffisant en termes d'accès à la justice pour le citoyen lambda. Madame Bamba Lamine, on va évoluer dans cette émission. Après la crise post-électorale, il fallait rechercher désormais les coupables. Il fallait avoir une stratégie pour identifier les présumés coupables. Alors, quelle a été votre stratégie pour savoir tel est présumé coupable, donc il faut l'envoyer à la justice pour qu'il soit entendu? Quelle a été votre stratégie? Alors, avant d'en parler, si vous permettez, parce que je pense aussi que c'est une des opportunités qui nous sont offertes, pouvoir donner les informations. Comme l'a dit effectivement M. Kwame, il manquait d'informations. Effectivement, il en manque parce que je m'en suis rendu compte. En effet, vous savez, la loi sur l'accès à l'information d'intérêt public est une loi que nous avons initiée. C'est une loi du ministère de la Communication. Et j'en parle pour cause parce que justement, c'est nous qui l'avons initiée. Cette loi, elle a été adoptée en 2013.
Donc ce n'est pas une ancienne loi sous l'Ancien Régime, c'est une loi récente en 2013. Et cette loi permet effectivement à tout citoyen, aux journalistes, à vraiment n'importe quel citoyen de pouvoir avoir accès à des documents d'intérêt public. Ce qui prouve que ce gouvernement, avec le président de la République, justement, fait des avancées notables. Parce qu'il a fallu attendre la mise en place de ce gouvernement sous la présidence et l'autorité de notre candidat, sous la conduite aussi, je vais y venir, sous la conduite donc, du Premier ministre, pour que cette loi soit adoptée. Et cette loi, je vais vous rassurer, elle est en application, puisque nous avons pris un décret d'application qui a permis de mettre en place des commissaires à l'information. Ces commissaires ont été nommés par décret du président de la République. Ces commissaires sont actuellement en état de pouvoir travailler. La commission d'accès à l'information d'intérêt public fonctionne normalement. Le président de cette commission est connu, c'est M. Kebe Yakuba. Il y a un secrétaire général, donc vraiment, cette commission travaille. Madame, donc ça, c'est important de le dire. Maintenant, pour revenir à votre question, il est important parce qu'on dit qu'on ne donne pas des chiffres. Moi, je pense qu'on donne des chiffres, nous sommes très clairs. Vous savez, nous avons 655 magistrats en Côte d'Ivoire. Donc, un ratio d'un magistrat pour 40 000 habitants. Quand on voit qu'au niveau international, le ratio est d'un magistrat pour 25 000 habitants. Donc, vous imaginez bien que les choses sont quand même difficiles, et ça, il faut le souligner. Et donc, pour revenir sur les enquêtes, alors... Quand on nous dit justement qu'on ne fait que se référer à ce qui n'allait pas, et que, bon, en 2 ans, un pont a été construit... Vous avez tout fait pour ne pas répondre à ma question. Je vais répondre, je vais y venir. Non, je vais y venir. Je vais y venir. Et qu'en 2 ans, nous avons construit un pont. Nous avons fait beaucoup de choses, je vous assure, en 4 ans au niveau de la justice. Nous avons, rapidement, nous avons réhabilité donc, 38 tribunaux de première instance, 27 sections de tribunaux. Nous avons réhabilité 33 établissements pénitentiaires, donc de prison, comme je le disais. Nous les avons réhabilités. Nous avons construit 2 sections de tribunaux, un à Issia, un autre à Guiglo. Nous avons construit une ferme pénitentiaire à Saliakro. Mais vous savez qu'on va en reparler. Donc, on va en reparler, justement. Non, mais c'est bien de le dire. Mais alors, pour revenir à votre question rapidement, évidemment que nous avons mis en place une stratégie. Vous imaginez que dans la situation dans laquelle nous étions, comme je l'ai indiqué, avec un système judiciaire complètement effondré, on ne pouvait pas, évidemment, faire une enquête ni poursuivre, encore moins inculper. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le président de la République a mis en place une commission nationale d'enquête. Cette commission nationale d'enquête avait pour mission de faire des enquêtes, de mener des enquêtes sur l'ensemble du territoire national. Et ensuite, à la suite de ces enquêtes, remettre un rapport au président de la République. Et je dirais en parallèle de la mise en place de cette commission, une cellule, la commission d'enquête, ce qu'il faut que je dise, c'est que c'est un organe qui n'est pas juridictionnel. À côté de cette commission a été mise en place une cellule spéciale d'enquête. Cette cellule spéciale d'enquête regroupe en son sein plusieurs compétences, notamment des magistrats du siège du parquet. Oui. Attendez, je vais y venir. Ensuite, des officiers de police judiciaire, des gendarmes qui mènent des enquêtes, qui poursuivent, et ensuite, lorsque l'affaire est en état d'être jugée, à ce moment-là, les dossiers sont transférés, donc sont transmis à la cour d'assises pour que les personnes sur lesquelles, justement, existent des présomptions puissent être jugées devant cette cour d'assises. Donc, voilà ce que nous avons fait concrètement. Alors, nous avons un nouvel invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Nous l'attendions. Monsieur Mamadou Sakho, vous représentez la candidate Henriette Lagou. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Avant de revenir vers vous, je tourne vers vous, Monsieur Kwame, pour savoir effectivement ce que vous avez pensé en réalité de cette commission d'enquête, de cette cellule d'enquête, comment elles ont été composées. En fait, la commission d'enquête a rendu son rapport et à la date d'aujourd'hui, un extrait nous avait été donné par Madame Badjo, qui était en ce moment à la tête de cette commission. La commission avait donné information que dans les 2 camps qui se sont battus, je crois même que j'ai le chiffre de 741 du côté pro-Ouattara et de 1542, je crois, à quelques chiffres près du côté pro-Gbagbo. Donc le double. Oui, carrément le double. Mais à la date d'aujourd'hui, mis à part les inculpations de la cour d'assises que nous avons vues, qui étaient à majorité pro-Gbagbo,
je crois que nous avons eu, pas d'inculpation, mais nous avons eu un début du côté pro-Ouattara. Voilà les faits que je peux dire à ce stade. Est-ce qu'elle était indépendante, cette commission? La commission, je pense, sur la base des extraits que nous avons eus, que la commission était indépendante et elle a travaillé de manière impartiale. Ce que je voulais dire sur la cellule qui a... la cellule, non, mais je suis obligé de dire ce qui est. Vous me connaissez, madame, parce qu'on a fait des missions ensemble. Voilà, vous savez très bien que je ne recule pas, mais il faut dire les faits tels que c'est, parce que ici... Très rapidement, je vous en prie, oui. Alors, ce que je voulais dire sur la cellule spéciale, qui, elle, est juridictionnelle, cette cellule spéciale nous a donné des frayeurs, parce que en décembre 2013, à la fin de son premier mandat, la cellule avait été annulée. Je crois que toutes les ONG du monde entier ont bataillé, et je crois autour du 31 décembre 2013, le président a repris un nouveau décret pour mettre cette cellule en marche. Voilà, donc... Monsieur Sako, pour votre première prise de parole dans cette émission, et je demandais à Madame la ministre tout à l'heure qu'après la crise post-électorale, il fallait quand même identifier les présumés coupables afin de les traduire devant la justice. Absolument. Un travail comme ça a été fait. Quel regard portez-vous sur le rapport, sur le résultat du travail de cette commission? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, il y a eu des présomptions. Tout le monde a pensé que, comme on le disait, il y avait des rattrapages, il y avait une justice unilatérale et que les pro-Ouattara n'étaient pas poursuivis. Je pense qu'avec les derniers événements que nous avons vus, avec l'inculpation de certains éléments anciens des forces nouvelles, c'est venu équilibrer un tout petit peu. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire, parce qu'il n'y a pas que ces personnes-là qui sont indexées. Voilà. Donc, ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il faudrait, en termes de justice, qu'on puisse équilibrer les choses. Nous, c'est dans ce sens-là qu'on se place. Ou bien on décide de juger tout le monde, ou bien on décide d'adopter une autre stratégie. Mais qu'est-ce que vous auriez voulu? Que tout de go, on mette tout le monde en prison en même temps, ou bien on peut procéder par étapes, non? C'est un début, non? Moi, je pense que c'est par étapes. Mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'on essaie, enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait qu'on essaie d'équilibrer. On va lire une réaction de téléspectateurs. Oui, nous en avons reçu quelques-unes. On va lire celle d'Annie Akepeu, une franco-ivoirienne d'ailleurs qui nous précise qu'elle vit en France. Alors, la question s'adresse à vous, Madame Bambalami. Si M. Alassane Ouattara est élu dimanche prochain, sera-t-il prêt à laisser juger les personnes de son camp qui ont commis des crimes de guerre pour permettre d'éteindre la rumeur de justice des vainqueurs, ou bien décidera-t-il peut-être de prononcer une amnistie générale pour les deux camps? Alors d'abord, je voudrais relever ici deux choses. Premièrement, moi, ça me gêne quand on parle de pro-Ouattara, de pro-Gbagbo, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, sincèrement. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. On peut estimer que des personnes qui ont une affinité passée avec l'ex-président Laurent Gbagbo, ou actuelle avec le président Alassane Ouattara, font l'objet effectivement de présomption d'inculpation ou de présomption d'avoir peut-être commis des actes tendant effectivement à leur inculpation. Mais ce n'est pas parce que ces personnes sont finalement inculpées pour des faits précis qu'elles l'ont été parce qu'elles sont proches de l'un ou de l'autre. C'est ça que je veux dire. Il faut que nous soyons très clairs là-dessus. Ensuite, deuxièmement, justice des vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire, la justice des vainqueurs? Pour moi, la justice des vainqueurs aussi, ça ne veut rien dire. Dès l'instant, ça ne veut rien dire. Dès l'instant, est-ce que la justice des vainqueurs, parce que si aujourd'hui la Commission nationale d'enquête, et d'ailleurs je suis bien heureuse de constater effectivement que tout le monde reconnaît qu'elle a fait un travail formidable, remarquable, équilibré, n'est-ce pas, en toute indépendance. Il y avait un peu moins de superlatifs. Hein. Oui, peut-être, mais en tout cas, ce que laissait entendre effectivement c'est dire, c'est que cette commission avait travaillé, on va dire, en toute indépendance. En tous les cas, il faut savoir que comme elle a travaillé en toute indépendance, si elle décide justement que par rapport à des faits qui sont établis clairement, que des personnes
doivent être poursuivis pour tel ou tel fait, ce n'est pas parce qu'ils le sont qu'automatiquement, ça voudrait dire que la justice ne s'applique, elle est sévère à l'égard de ces personnes-là. Non, elle n'est pas sévère à l'égard de ces personnes. Vous savez, la justice ne se fait pas sur des rumeurs. Le droit ne se fait pas sur des rumeurs. Le droit, c'est sur des preuves, sur des actes matériels, très clairs. C'est sur la base de ces preuves, effectivement, qu'on peut arriver à l'inculpation d'une personne qui, bien sûr, reste présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité très claire soit établie au cours de son procès. Donc, oui. Pour répondre à la question de votre internaute... répondu à la question. Non, pour répondre à la question de votre internaute... Non, madame la ministre, je vous en prie. Non, parce que je reviendrai à vous tout à l'heure. Je vais demander à M. Sako. Tout à l'heure, vous n'avez pas été... Docteur Sako. Docteur Sako. Sous le nom de Docteur Sako. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Tout à l'heure, vous n'avez pas été autrement dur vis-à-vis de la commission, vis-à-vis du travail de la commission. Absolument. Mais dans ces conditions, pourquoi parle-t-on alors de justice des vainqueurs? S'il y a un travail qui a été fait de manière équitable, comme vous le reconnaissez, d'où vient alors l'histoire de justice des vainqueurs? Non, moi je pense que cette histoire de... Soyez précis, soyez très précis, parce qu'on y va très vite. Non, cette histoire de justice des vainqueurs, oui, il faut la relativiser. Moi je voudrais que... Il y a eu une commission qui a rendu un rapport. Est-ce que toutes les personnes qui ont été indexées dans l'un des camps ou dans l'autre, est-ce que ces personnes-là ont été inculpées? C'est la question qu'on va poser, puisque Madame la ministre est là. Elle peut répondre si toutes les personnes qui ont été indexées dans le rapport, effectivement, ont été inculpées dans l'un des camps ou de l'autre. On a compris votre question. Monsieur Kwame, alors la même question, je vous la pose. L'histoire de justice des vainqueurs, ça vient d'où? Vous aussi, vous avez été quand même assez clément vis-à-vis du travail de la commission tout à l'heure. Dans ces conditions-là, il y a deux choses tout à fait différentes. Ah, d'accord. Les experts qu'on a commis, Madame l'ancienne ministre de la Justice et Madame la présidente actuelle de la CNDH-CI, sont connus en Côte d'Ivoire ici comme des personnes respectables. Ça a été un choix judicieux. Et si vous regardez, il y a l'unanimité de la société civile qui n'a dit aucun mot. Au-delà des hommes, voilà. Le travail donc, justement, le travail rendu fait, était un très bon travail. Je vous dis, le travail rendu est un très bon travail. Mais la deuxième partie de la question, d'où est venue la justice des vainqueurs, qui est un terme préalablement, en général, utilisé par les associations, les ONG de la société civile, pour dire simplement qu'à une date précise, celui qui tient les rênes du pouvoir se fait la part belle contre celui qui n'est plus à la tête du pouvoir. C'est le cas. Pour le cas précis ici, oui, à la date d'aujourd'hui, sur tout ce qui a été porté à notre connaissance, il y a un déséquilibre entre ceux qui sont proches du pouvoir à la date d'aujourd'hui et ceux qui sont vaincus. D'où le terme la justice des vainqueurs. Alors, Madame Bamba Lamine, vous vous faites la part belle, effectivement. Est-ce que le déséquilibre est tel que la perception des Ivoiriens... Aujourd'hui, j'en suis fort surprise. Non. Aujourd'hui, nous avons, à la date d'aujourd'hui, encore, je vous dis encore, les rapports sont là. Le FIDH, vous savez, tous ceux qui ont signé, c'est hier que le communiqué est apparu. Il y a encore des prisonniers politiques qui n'ont ni été vus par un juge depuis la date de la crise à ce jour, sur 4 ans. Il y a encore des prisonniers politiques. Madame Bamba Lamine, s'il vous plaît. J'ai le rapport des ONG que je cherchais. Sur ce point précis, on va écouter Madame Bamba Lamine. Sur ce point précis, alors, je veux dire que je suis surprise de savoir que, parce que la justice, comme je l'ai dit, s'applique envers donc, des personnes, on considère que par rapport à cela, il y a un déséquilibre. Pour moi, il n'y a pas de déséquilibre, la justice fait son travail. Il y a des informations qui ont été ouvertes, des informations judiciaires, il y a une instruction, et vous savez que le principe, évidemment, qui guide l'instruction est celui du secret. Donc, comme il y a le secret de l'instruction, ce sont des procédures pour lesquelles nous ne pouvons pas donner d'informations, très clairement. Mais il n'empêche que sur 61 procédures qui avaient été, je dirais, mises en œuvre dans le cadre de cette cellule précisément, il y a eu quand même 54 dossiers qui ont été complètement traités, qui sont en attente de jugement.
Il n'en reste que 17. Donc, on ne va pas me dire qu'en ayant fait cela, il y a un déséquilibre. Donc, pour moi, il faut vraiment parler en termes de chiffres. Alors, tout à l'heure, excusez-moi, c'est quand même important. Vous savez, on a la possibilité, et vous nous donnez l'opportunité, d'ailleurs, je vous en remercie, mais quand on me dit que non seulement, effectivement, c'est la justice des vainqueurs, et qu'on parle de prisonniers politiques et que je ne réagis pas, je crois qu'il y a un problème. Mais vous aurez le temps de réagir. On ne peut pas parler de prisonniers politiques parce que j'aimerais poser la question. C'est à moi de poser la question. Sur quoi se fonde-t-on pour parler de prisonniers politiques? Est-ce qu'il y a une infraction politique au niveau du code pénal ivoirien? Donc vous n'êtes pas d'accord avec le rapport de la FIDH? Non. Je pose la question. Est-ce que le code pénal ivoirien prévoit des infractions politiques? D'où vient qu'on me parle de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Qui ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Ce sont des personnes qui font de la politique, qui sont inculpées pour avoir posé des actes de droit commun. Il faut qu'on soit très clair. Et parfois des actes, effectivement, d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc on ne peut pas me parler de prisonniers politiques. Monsieur Kwame va vous répondre tout à l'heure, c'est lui qui a sorti l'expression prisonnier politique. On va lui donner la parole pour répondre tout à l'heure. Mais avant, on va essayer de prendre les nouvelles du